coupable soit l'ordonnateur. Je suis sûr que cette question de la qualité, ces écritures aussi bien mexicaines que québécoises, de la différence ne seront pas très très loin, puisque Didier Cos, professeur émérite à Bordeaux 3, mon ancien collègue, va évoquer avec ce titre très très énigmatique et très général, le familier et son double. Merci. Je ne vais pas évoquer les mêmes textes et j'aurai beaucoup de sujets de rencontre avec Patrick Carter à propos de la Malinche et de son double, la Vierge de Guadalupe. C'est pas guéri. Ça fait. Le sujet de réflexion qui nous est proposé par l'énoncé « L'acte littéraire à l'ère de la post-histoire » est si riche, non d'imprécisions, mais des présuppositions et implicatures déterminant son ambiguïté, que le choix d'un par où commencer est crucial. L'invention d'un point d'entrée conditionnera tout parcours possible, d'autant plus que le développement du sommaire thématique du colloque nous entraîne vite dans une direction assez restrictive, en particulier du côté du récit, mais très attendu par rapport à ce que le titre aurait pu couvrir, ou du moins augurer. C'est bien à partir d'une inquiétante étrangeté, quoique inversée, que je simulerai une dérive en résistant au désarroi suscité par une familiarité inattendue. Sachant que l'expression « l'ère de la post-histoire » est censée décrire un état de choses contemporain, je résisterai à la tentation de contester tout de suite cette description et me contenterai de la valeur référentielle de l'expression comme s'il s'agissait de la Renaissance ou de l'ère de Meiji. Je commencerai donc par interroger le syntagme nominal « l'acte littéraire » dans le flou de sa polysémie. Les étapes suivantes relèveront plus précisément d'une philosophie de l'action dans le champ littéraire et vice-versa, et d'une philosophie de l'histoire en tant qu'elle accommode ou non le champ littéraire. En dernier lieu, une prospective de l'acte littéraire, refusant tout adieu à la littérature, fera discrètement appel à un faisceau de théorisation innovante jalonnant le XXe siècle. À chacune de ces étapes se retrouveront implicitement les oppositions logiques et pragmatiques, dialectisables ou non, entre savoir et connaissance, familier et inconnu, transmission et réflexion, identité et altérité, territoire et transgression, etc., celle-là même que la notion totalitaire de post-histoire semble nous interdire de penser encore et à nouveau. Le peu que je pourrais expliciter dans cette brève gauche s'inscrit dans un parcours, certes discontinu, mais jamais abandonné, depuis la fin des années 70, ce qui pourra m'amener à revenir sur quelques propositions anciennes et à anticiper sur des démarches à venir. En premier point, des actes littéraires. L'article acte du DITL, Dictionnaire international des termes littéraires, analyse ce terme dans les champs philosophiques, psychologiques, juridiques et linguistiques, mais non dans celui du littéraire ou de l'art, où il apparaît d'ailleurs, il n'est pas communément employé, sauf en ce qui concerne les divisions d'un développement dramaturgique. Ce constat nous conduit à voir ici, dans l'expression « l'acte littéraire », une prise de position ou au moins une hypothèse de travail relativement inhabituelle sur le mode d'existence du littéraire ou de la littérature, position ou hypothèse qui pourrait sans doute être invalidée, mais qui en tout état de cause envisage heureusement la littérature sur le mode dynamique d'un faire plutôt que sur celui d'un corpus, d'un répertoire, d'un canon ou même d'un code. Certes, il ne s'agit ni d'un changement de paradigme, ni d'un rejet de toutes les façons d'aborder le champ littéraire depuis un siècle ou deux, puisque les questions que peut ou que fait la littérature ont été assez souvent posées par des sociologues, des historiens, des philosophes, des psychologues de diverses obédiences, ainsi que, plus récemment, par le pragma linguistique et certaines écoles sémiologiques. Mais nous avons tout de même affaire à une position minoritaire dans la critique et l'enseignement des lettres, dans le monde, du moins, qui naguère se disait libre. L'expression « l'acte littéraire » peut renvoyer ou non au tournant éthique de Wayne Booth ou à une fidélité pugnace
à la conscience d'un engagement politique marxiste, surréaliste, existentialiste ou postcolonial, etc., elle peut ne pas entériner la non-gratuité de l'art verbal, mais elle en implique la non-neutralité. Ça, c'est à minima ce sur quoi le cercle Schusterman sont d'accord, la non-neutralité. Alors, pour qu'ils soient d'accord à minima sur quelque chose, c'est déjà fort. Qu'est-ce en français ou en anglais qu'un acte? C'est un verbe substantivé, une substantivation parmi trois du verbe agir. L'usage veut qu'un acte soit le résultat ou le moment d'un agir, tandis que l'action est événement produit par un sujet intentionné et l'agir, processus dans la durée. Il n'y a rien de choquant dans ces conditions à parler d'acte littéraire. Ceci dit, on pourrait être d'autant plus surpris du singulier de la formulation, soit qu'il amalgame conceptuellement plusieurs rôles actentiels, soit qu'il retienne un seul de ces rôles, celui de l'auteur, comme dominant, voire suffisant. Dans un cas comme dans l'autre, le modèle est celui de la poésie, dans un sens étroit. Le bénéfice comme la responsabilité du travail littéraire, sous toutes ses formes, sont assignés en première et dernière instance à la seule figure du créateur, auteur. Le schéma de communication reste celui monologique de Jacobson, qui complexifie le schéma de Shannon sans toutefois permettre un échange ou une alternance quelconque des acteurs dans les rôles actentiels désignés. Ce schéma, doit-on dire à la décharge de Jacobson, n'a pas été conçu pour rendre spécifiquement compte de la communication littéraire. Et comme on l'a souvent signalé, la fonction poétique elle-même, définie de façon logiquement inextricable par une involution du message, s'écarte de l'esthétisation littéraire dans l'exemple donné, célèbre I like I. Je lis dans l'argumentaire du projet de notre colloque chose suivante. L'enjeu consiste à analyser les propriétés de cet art de raconter ou de cet acte d'énonciation en pleine mutation qui cherche à dépasser l'opposition entre l'inscription du fait littéraire dans une langue propre de nature strictement poétique et son absorption dans le discours commun de nature essentiellement politique. Fin de citation. Tous les indices concordent à réserver l'acte littéraire à un énonciateur, artifex, qui ne saurait rien faire d'autre que raconter. C'est là qu'un double désaccord m'éveille. D'une part, pourquoi le récit est-il une fois de plus le seul modèle du discours littéraire, D'autre part, l'émergence du lecteur, Jauss, Visser, Stirl, Barthes, Eco, Calvino, etc., du lecteur en tant qu'herméneute, mais aussi en tant que rescripteur, comme dans le traduire, or toute lecture digne de ce nom est traduisante, et en tant que coproducteur de la valeur esthétique des textes, remonte, à tout le moins, à plus de 50 ans. Bien des agents procèdent à des actes littéraires, et l'engagement de leur responsabilité ou la protection juridique de leurs droits inscrit leurs actes littéraires dans le système de l'organisation sociale comme ceux de véritables intervenants dans le champ littéraire, qui est un champ de communication, quel que soit le succès de celle-ci, et quels que soient les contenus sémantiques, les valeurs et les affects véhiculés, négociés, transformés, échangés. En conclusion sur ce point, l'acte littéraire unique serait structurellement semblable au téléphone intelligent capable de se prendre en photo lui-même. Il y a au contraire, à mon sens, une pluralité d'actes, ainsi que des agirs et des actions littéraires, relevant à la fois du champ littéraire et d'autres discours sociaux, mimétiques ou non. Nous, ici assemblés, en sommes la vivante preuve. Je ne raconte rien, je réponds à des signaux qui me sont envoyés par le sommaire du colloque, et j'inclus dans mes énoncés, comme dans mon mode d'énonciation, des prompts, des incitations, des petits plots qui clignotent, qui anticipent sur une partie des réactions de la salle, dont certaines ne laisseront pas d'être vives. Ainsi, les participants qui ne sont pas allés se promener pendant cette séance matinale, ils ne sont pas là, je peux les dénoncer, ceux qui ne sont pas allés se promener pendant cette séance matinale sont passés, vous êtes ici, à l'acte d'écoute. Et les collègues qui réuniront les textes écrits pour leur publication passeront, quoi qu'ils en aient, aux actes d'avancement et de transmission.
deux mots dont les scènes dominants relèvent de l'aguerre en tant qu'effectuation et conduite et en tant qu'agone. Chaque fois que j'emploierai l'acte littéraire dans la forme du singulier, le nombre en sera en fait le collectif de la langue anglaise, comme dans furniture ou advice. Donc, dit l'acte littéraire, c'est a piece of. Deuxième point, un polysystème d'espace-temps. Comme le notait Itamar Evenzoar dès 1979, deuxième version de son l'article fondateur sur Polysystem, comme le notait Itamar Evenzoar dès 1979, si les phénomènes sémiotiques sont observés en tant que système clos, il est difficile de rendre compte non seulement de leur évolution dans le temps, mais aussi des options qui se présentent dans le cadre d'une synchronie déterminée. Pour prendre un seul exemple, si nous considérons la fictionnalité comme mise en regard, évaluation et hiérarchisation de la pertinence de la référenciation d'énoncés à des univers de référence distincts, tels qu'actuels et virtuels, réels, imaginaires, sacrés et profanes, ces paires d'opposés elles-mêmes ne se succèdent pas par simple substitution et élimination des précédentes. Elles sont aussi cumulatives. La persistance et la résistance historique de systèmes antérieurs, y compris l'anticipation de systèmes à venir, des avenirs du passé, et l'échange de positions des mondes de référence font toute la complexité de la fictionnalité moderne. Il en va de même en ce qui concerne les espaces dans lesquels se combinent, se négocient ou s'affrontent des visions du monde. Les textes mondiaux eux-mêmes ne sont pas mondiaux de façon identique, ni au même degré, ni dans différents espaces culturels, linguistiques et politiques. Leur mondialité étant appropriée localement, soit comme un produit d'exportation, soit comme un produit importé. C'est la théorie du globe. S'il s'agit d'identifier, de décrire et de remodéliser prospectivement l'acte littéraire aujourd'hui dans le système d'espace-temps, au pluriel, de ces dernières années, de ces dernières décennies, il faudra tenir compte non seulement de la non-uniformité de ces espaces-temps à l'échelle globale, comme en chaque point du globe, mais de l'entrelacement des espaces-temps chronotopes, si vous voulez, et de leur compétition généralisée, constitutive des conditions et des modalités de l'acte littéraire. Il y a une curieuse équivoque, ou en tout cas une bonne mesure de paradoxe, à parler de l'ère de la post-histoire, puisque la notion d'ère relève au premier chef d'une temporalité historique diachronique, unilinéaire et mesurable, alors que la notion de post-histoire, même si elle n'est pas calquée sur une apocalypse, implique une rupture, une subversion radicale de cette même temporalité. Par commodité, j'admettrai toutefois, provisoirement, que l'on peut continuer de parler d'événements, de narrativité, de l'appréhension du réel, alors même que la nature de la temporalité dans le contexte mondial actuel n'est plus celle dans laquelle l'événement, celui du littéraire en acte par exemple, faisait ou prenait date. Alors qu'il est devenu commun dans les sociétés occidentales de situer la naissance de la littérature, au sens où ce terme est resté jusqu'il y a très récemment, généralement pris, par opposition aux belles lettres, on situe quelque part entre 1750 et 1800, déclaration de Star, associant ainsi cette naissance avec la première révolution industrielle, la Révolution française, et sa notion de démocratie, et la cristallisation de l'individualisme dit bourgeois, bien d'autres points de départ restent possibles, selon que l'on retient des critères internes ou externes au système de communication artistique, et que l'on porte plus attention au pouvoir discursif, aux situations de communication, aux thématiques, à la généricité dominante, etc. Dans tous les cas, pointer une naissance distincte de celle de l'humanité parlante et une naissance localisée empêche de faire des comportements que l'on pourrait appeler actes littéraires, des universaux anthropologiques, et d'autre part, fait escompter une mort de la littérature, une fin des actes littéraires, après une vie plus ou moins bien remplie. Selon les causes qui ont provoqué la gestation et la naissance, selon que celle-ci a été naturelle par développement organique, évolution ou mutation spontanée, ou que la responsabilité de la naissance est attribuée à un trauma, à la brusque altération de l'environnement, scientifique, technologique, politique, etc. On cherchera donc
à prévoir ou à constater la mort de la littérature suivant des critères fort différents, fonctionnels ou formels, par exemple. De même que la naissance de la tragédie, celle de la satire, celle du roman, en général, et du roman moderne, celle de l'imprimerie et tant d'autres, ont pu passer pour les indices ou les conditions de la naissance de la littérature, on verra aussi bien dans le changement des supports, la fin des grands genres ou la marchandisation des textes, voire même dans l'explosion du nombre des publications, des indices, causes ou conditions de la mort de la littérature. Cela ne nous mène pas loin. Dans un article aussi fondamental, inaperçu, le philosophe, journaliste et dramaturge roumain Ilie Păunescu proposait il y a une vingtaine d'années des critères de définition, je cite, de l'entrée dans la post-histoire, caractérisés par l'organisation sociale de l'invention, comme les sociétés historiques débutant avec la sédentarité agricole, c'est une tarte à la crème, comme les sociétés historiques débutant avec la sédentarité agricole, se seraient caractérisées par l'organisation sociale de la production. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette thèse ou de la contester au titre de la facilité d'une symétrie divisant en trois l'histoire de l'humanité, appelée parfois aventure de l'humanité, tout en réservant à la seule phase médiane le label d'histoire. Ce qui m'intéresse bien davantage dans la perspective des actes littéraires, c'est que Păunescu récuse d'entrée de jeu la coïncidence de la naissance de l'écriture ou de sa pratique avec celle des sociétés historiques. Il délie, ce faisant, la notion d'histoire de presque tout ce qui a été au cœur de la pensée des actes littéraires pendant l'ensemble de la période, commençant dans chaque société humaine avec l'invention de l'écriture, puis sa généralisation, et se poursuivant par les inventions successives et la prolifération des mémoires mortes, qui hier étaient appelées externalisées. Les données, ou plutôt les signes enregistrés constitutifs de l'archive, des bibliothèques aux serveurs de Google, il faut dire alphabet maintenant, des musées aux installations interactives, du texte, de théâtre au cinéma, des partitions musicales aux piles d'enregistrements sonores. Les activités du champ littéraire, celles qui le balisent, sont des activités de communication dans le temps et dans l'espace. Elles visent toujours à franchir ou à combler un espace-temps, fût-ce celui qu'elles créent par leur geste initial ou leur auto-réflexivité. Qu'on grave un texte sur les murailles du Rouk, qu'on le scelle dans un cercueil ou un abri antinucléaire, que l'on jette une bouteille à la mer ou que l'on rétorque par des cris d'animaux à la lecture d'un poème, tout acte littéraire suppose, en tant qu'intervention, une non-coïncidence spatiale et une non-simultanéité des sujets qui l'engagent. Tout sujet d'acte littéraire est dans l'attente d'une rencontre, dans le manque et le désir avoué, inconscient ou dénié, d'alter ego. Au plan cognitif, comme à celui de l'éthos, il y a là une volonté de savoir présupposée chez le sujet de l'acte littéraire, acte langagier par excellence, comme chez son interlocuteur, réel et imaginaire, ou plus exactement, dont l'actualisation éventuelle n'effacera pas la différence déridienne, la faisant plutôt rebondir. Ce sont les conditions dans lesquelles les mémoires mortes se substituent aux mémoires vives, et la vitesse absolue faisant illusion de simultanéité, improprement appelée temps réel, qui altère profondément les actes littéraires et leur rôle dans l'auto-représentation de l'organisation sociale, donc dans la modélisation de tout projet de société. Il me semble que l'on comprendra mieux de la sorte ce qui se perçoit aujourd'hui du fait du franchissement de certains seuils partiels comme une double rupture sous les noms de postmodernité et de post-histoire, tous deux impropres, mais le second plus que le premier. Automatisation et désautomatisation, c'est mon troisième et dernier point, de la réconfortante étrangeté de l'acte littéraire. L'utopie est sans doute aussi vieille que le merveilleux, car elle correspond au régime spatio-temporel de référence du mythe. Celui-ci, sans confondre entièrement le temps total de la pérennité, de la continuité symbolique et cosmique et de la perpétuation généalogique de l'espèce, et le temps compté de la mortalité et de l'oubli humain, les entremêle en un échange tel que les dieux peuvent s'ébattre dans notre cour, comme le disait volontiers Lawrence Durrell,
que les dieux peuvent se battre dans notre cour et qu'il y a toujours quelques conduits entre l'ailleurs de l'esprit et l'ici de l'empirisme corporel. Mais le fantastique et le réalisme trouvent, eux, simultanément leur marque en Occident entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. De Cazotte à Hoffmann, en passant par Jan Potocki, et de Stern à Balzac, en passant par Fielding et Scott. Le gothique, bien sûr, faisant passerelle entre les deux modes de fictionnalité. Tandis que la poésie conversationnelle de Wordsworth et Coleridge fait pendant à la poésie descriptive, scientifique et naturiste de Thomson à Delille. Un tel rappel, pour réducteur qu'il soit, n'en est pas moins nécessaire à mon argumentation, car elle exige de relire ces phénomènes de novation en d'autres termes que ceux désormais conventionnels qui les associent principalement à l'émergence de l'indifférence démocratique, à la première mort de Dieu et du roi et au progrès des sciences et des techniques. Ces corrélations sont indiscutables, mais insuffisantes, car elles ne tiennent pas compte des révolutions de l'espace-temps qui affectent et commencent à bouleverser la perception du monde, ainsi que les modes millénaires de cognition, de conservation et de transmission des savoirs, selon une tendance sans cesse renforcée depuis. D'une part, avec l'exploration océanienne, puis celle du cœur de l'Afrique, l'ère du monde fini commence alors pour l'Occident. Tout est sur la carte. D'autre part, le télégraphe, 1840, amorce la transmission instantanée de l'information et élimine techniquement la figure du messager. Enfin, la baisse rapide et spectaculaire du prix de l'imprimé, accompagnée d'un accroissement tout aussi phénoménal du pourcentage de la population alphabétisée, amorce la substitution de la mémoire morte archivale à la mémoire vive, orale et de tradition. Il en résulte d'abord que, s'il y a encore d'autres mondes, celui-ci désormais les contient. L'inconnu n'est plus ailleurs, mais au sein même du réel, d'un réel fini et délimité, d'une totalité non extensible et d'une totalité dont la durée n'est pas soumise aux caprices des dieux, mais aux propres lois de son existence. Tandis que l'émotion esthétique et l'émotion éthique qui lui est associée exigent toujours des procédés qui frappent les sens et l'esprit, pour employer un langage d'ancien régime, la voie de la merveille antique ou médiévale, celle de l'enchantement, est de plus en plus barrée par une encyclopédie scientifique surplombante qui ne cesse de ronger la valeur de l'invérifiable, du non démontrable et du non localisable. L'invention nouvelle ne peut plus opérer dès lors sur le mode d'une fabrication de mondes parallèles ou de l'abolition des lois physiques, mais sur celui de la découverte, de l'analyse, de l'interprétation et de la recombinaison de ce qui était toujours déjà là, de ce qui est censé avoir été toujours déjà là. Toute invention est désormais empirique et ressemblera structurellement à celle progressive de l'inconscient, de Mesmer à Freud, en passant par Wilkie Collins bien sûr et quelques autres. D'où la logique historique de l'apparente oxymore des merveilles de la science, de M. Figuier, en mémoire aux merveilles de la nature, 1870-83. Tandis que la monstration ou l'ostension tendent à remplacer la mimésis. Alors, mimésis, il faudrait préciser, parce que, bon, mimésis d'action et esthétique de l'imitation, c'est peut-être la même chose. Enfin, je passe. Tandis que la monstration ou l'ostension tendent à remplacer la mimésis et les maquettes à prendre la place des parangons, comme l'imagination, la mise en image, ou ce qui en donne l'illusion succède, on va dire grossièrement, à l'imaginaire, dès l'encyclopédie de Diderot, le mystère en tant qu'éternel, inconnaissable, protégé de la cupidité humaine par la foudre des dieux jaloux, disparaît au profit d'objets de savoir à la fois consommables et capitalisables, comme les énergies fossiles. Dans ce contexte, on appelle aussi la théorie du travail mort, dans ce contexte, du fantastique aux avant-gardes futuristes, surréalistes, etc., l'extraordinaire se trouve relogé dans l'ordinaire. C'est totalement l'esthétique de l'hyperréalisme, l'extraordinaire se trouve relogé dans l'ordinaire. Les snarks ne sont après tout que des boojums, à tel point que la banalité, les topoi des lieux communs puissent à leur tour
devenir saillants et remarquables, soit par le jeu de la typicité, soit par celui de leur saisie sous un angle, dans un cadrage ou une focalisation inédite, les faisant nouvellement apparaître à nouveau. Ce sera l'épicier ou l'apothicaire moyen dans toute son horreur, ou bien les demoiselles d'Avignon, ou encore un champ de blé, comme vous ne l'aviez jamais vu. On aperçoit enfin comment, sinon exactement sur quel site, convergent des notions et des marches, à première vue assez disparates, comme l'Unheimlich ou Uncanny freudien, la désautomatisation, défamiliarisation ou Ostranelli formaliste, le souci malarméen de rendre un sens plus pur au mot de l'attribut, l'esthétique dadaïste ou surréaliste de l'incongru, ou encore l'archéologie foucauldienne des savoirs, le nouveau roman, la sémiologie de Barthes et d'Eco, la critique paradoxale de Bayard, les rôles de plus en plus vastes, risqués et lourds assignés au lecteur et au traducteur dans la construction du sens et de l'intérêt. Toute la théorie de Benouti repose là-dessus. L'enregistrement et la disponibilité mise en réseau, par potentiellement universel et instantané, d'un état du monde étiqueté collection complète de données, dans lequel tout est signe de soi-même, ne sont que l'aboutissement sans terme d'un long processus enclenché dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle européen. Il serait, à mon avis, anachronique de voir dans la phase de mondialisation correspondant entre autres à la suprématie de la loi du marché mondial, au règne du capitalisme financier spéculatif, à la chute du communisme et à l'Internet, un basculement décisif sur les critères de la postmodernité, de la post-histoire surtout, un basculement décisif et irréversible, ou même un effet de seuil exigeant une révision radicale, post-historique ou post-moderne, de notre compréhension et de notre gestion des actes artistiques, littéraires en particulier, par rapport à tout ce qui a pu en être élaboré depuis plus de 100 ans. J'en viens à me demander si l'on n'a pas affaire ici précisément à une perception du même ordre que celle naïve de l'inquiétante étrangeté dans son double jeu bien connu. Quand l'innovation devient la valeur payante et que l'organisation sociale de l'innovation succède apparemment à celle de la production, l'innovation entre dans un cycle de répétition, que ce soit en tant qu'élimination, destruction iconoclaste du passé, ou dans son geste de présentification de l'avenir. On aura reconnu le système de la mode appliqué à l'art, à l'âge de sa reproductibilité mécanique. Le différent, l'exception, le singulier, l'apax, l'inédit, le jamais vu, l'émergent, ou les curiosas, les rares survivants, la pièce de musée, ou le métamorphosé méconnaissable, le déconstruit, le démystifié, le difficile, le complexe, l'opaque, et j'en passe. Tout ce qui, soit par sa structure, sa matière signifiante ou sa colocation, soit par l'effort requis, par le travail fourni pour y accéder, ou accéder à son expression, fait effet de présence en s'imposant traumatiquement et voué à l'inefficacité et à l'effacement par l'accoutumance, comme le disait si bien Shklovsky. Mais dans cette perspective différentialiste, l'accoutumance ne dévore pas que les objets qui ont été une fois nouveaux et avec eux l'ergativité du sujet d'acte littéraire, dépossédé d'agir par son automatisation, par la pulsion de mort qui veille au foyer de la répétition. Cette accoutumance dévore aussi la novation elle-même, le changement et le déplacement devenus façon d'être habituelle, en parallèle avec la rimbaldienne production systématique, répétitive et obligatoire, de l'originalité, de l'altérité, de l'exaltation et de l'exos décrétés par l'idéologie romantique, et quand on a fini de racler les fonds de l'enfer et de faire livrer leurs secrets aux astres errants ou aux âmes mortes, la littérarité et l'artisticité moderne n'ont cessé de se fonder sur une polysémie illimitée, sur la sémiose infinie et l'interprétation inachevable, sur des pratiques de décontextualisation et recontextualisation incessantes. De telles fuites en avant, qui peuvent aussi bien être des fuites en arrière, on ne voit que trop, rétro, réac ou néo, de telles fuites en avant dont la directionnalité importe bien moins que la vitesse, ne cessent de s'accélérer jusqu'à s'annuler. Et là, c'est un plaisir de citer à nouveau un vers de Saint-Paul Roux que j'avais utilisé il y a 25 ans
une communication, de conférence qui s'appelait Proto-History. Parmi les maximes ou les prédictions de Saint-Paul Roux, celle-ci qui me plaît énormément, un jour l'homme ira si vite qu'on ne le verra plus. Ce qui change tout le temps ne fait d'événement que la disparition de l'événement, abolit la narrativité. L'épuisement, le suicide des avant-gardes, si bien analysé par Poggioli ou Rosenberg, c'est le moment de l'institutionnalisation du désordre. C'est celui d'une impossible totalisation négative où Don Juan rencontre un invité de pierre qui le renvoie dans les bras du mythe le plus sordide. Les théories éphémères de l'éphémère, le scriptible non maîtrisé, le renouvellement accéléré des méthodes critiques et des postures de plaisir textuel, la libre association sans frontières dissipe de plus en plus vite leur état de grâce et nous incite à chercher un refuge, même masochiste, dans la reconnaissance ou la méconnaissance. C'est sans doute, conclusion, c'est sans doute par-delà ces enseignements cliniques, ça symptomatique, la leçon que l'on peut tirer de la réversibilité, bien plus qu'une ambiguïté, de l'Unheimliche freudien. L'impression illusion de déjà-vu ne se produit pas chez le sujet de la perception que pour semer le doute sur la réalité de ce qui se présente avec l'obscénité de l'évidence dans son objectivité réductible, telle la racine de Roquentin. Elle n'est pas non plus que l'expression de la peur du nouveau et en même temps la rassurance d'une reconnaissance même fictive. Elle renvoie à la dépossession d'un projet, celui de notre naissance et de notre vie, qui non seulement n'a jamais été d'abord le nôtre, mais n'a peut-être été celui de personne, ni de nos géniteurs, ni d'un Dieu, ni de la nature, laquelle, comme l'histoire, ne connaît qu'une finalité sans fin, celle peut-être du jugement esthétique kantien. Pour faire histoire humaine, il faut d'abord se laisser tomber délibérément du grand cheval de l'histoire, puis tâter et compter ses os. Les actes littéraires qui ont gardé ces dernières décennies et garderont dans les prochaines leur caractère d'actes, ceux qui pourront s'intercaler carrément dans le désordre des générations, c'est une citation critique et argentin que j'aime bien, s'intercaler carrément dans le désordre des générations, ces actes littéraires sont ceux qui sauront donc travailler obstinément à dissiper l'illusion d'une sortie passive de l'histoire. Ceux qui savent jouer contre les savoirs morts sur la double face du familier défamiliarisé et du nouveau reconnu dans l'ancienneté primordiale de sa possibilité.